Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être d'engager ensemble une réflexion sur la nature des changements. C'est-à-dire que quand on change le cadre juridique, mais c'est vrai on restreint des territoires et des volumes et des périmètres. On en augmente d'autres. C'est pas la réalité augmentée, c'est du territoire, du volume, du périmètre augmenté. Une forme de réalité augmentée, mais qui n'est pas technologique. Et puis, on l'a vu aussi dans vos restitutions. Alors d'abord, est-ce qu'on peut tout définir de ce qui est là? On va aborder ce que vous avez moins abordé tout à l'heure et on va demander à Sabrina et à René d'essayer justement de nous définir ces changements de perspective. À nouveau, je suis dans l'analogie de l'architecture ou des dessins. En même temps, ce qu'on sait, bien, c'est qu'il y a déjà des choses qui sont esquissées, mais d'autres qui sont à inventer. Donc, il y a du restreint, il y a de l'augmenté, il y a du dessiné, il y a du inventable, il y a du trouvable. Et c'est sans doute dans ces niches que chacun va pouvoir construire finalement et faire en sorte que cette nouvelle loi se mette en œuvre. Sachez aussi, vous le savez très bien, rappelez-vous qu'une loi dessine des périmètres, mais après sa mise en œuvre, il résulte aussi de l'inventivité, de l'agilité, des coopérations, des écosystèmes qu'on va pouvoir créer et d'un tas d'autres choses qui ne sont absolument pas définies dans la loi, mais dont on sait simplement que c'est permis. Et donc on peut avancer sur ces territoires. Et si on regarde un peu ce droit attaché à la personne, et je fais le lien avec tout ce qui a été dit sur la commercialisation, sur la personne au centre, sur les certifications, etc., c'est de voir l'autonomie réelle d'une personne dans le cadre d'un parcours choisi. On voit bien qu'il y a des droits attachés à la personne, on voit que ces droits sont monétarisés, et on a bien compris que ces droits, pour qu'ils puissent être effectifs, vu le coût des formations, il faudra forcément qu'il y ait des abondements qui arrivent demain. Et on était plusieurs à parler de régime général, donc de socle, et de complémentaires, de surcomplémentaires. Moi j'ai parlé dans d'autres instances de mutuelles. Mais on se rend bien compte qu'on est dans un système aujourd'hui qui finalement est un système de co-construction, qui quand on parlera d'entreprise finalement on y reviendra sur cette logique-là, de co-construction d'un individu avec un contexte, qui est un contexte à la fois territorial, mais qui est aussi un contexte professionnel et sectoriel. Et que toute la mobilisation de ces droits se feront dans un contexte déterminé. Et donc cette autonomie, elle pose question. Est-ce que c'est une autonomie, quand Marie-Hélène disait tout à l'heure que la formation n'a pas qu'une finalité de formation professionnelle? Donc est-ce que dans les interrogations qu'on peut avoir, et notamment dans le cadre de cette nouvelle loi, est-ce qu'il y a une autonomie d'un individu pour pouvoir se former dans le cadre de formation qui ne rentrerait pas dans des cadres finalement qui sont des cases qui correspondent à des priorités déterminées par les uns ou par les autres? On comprend quand même que l'objectif in fine de la loi, c'est d'abord et avant tout de former massivement ceux qui en ont le besoin, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi, et évidemment de développer de façon très importante l'alternance, c'est-à-dire ces dispositifs d'insertion et de réinsertion professionnelle par la voie des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation. Donc l'axe, il est avant tout, à mon sens, en termes de politique publique, sur ces dispositifs-là, et peut-être un peu moins sur le CPF, même si on en parle depuis. Mais on parlait déjà beaucoup du DIF en 2004. Les OPCA aujourd'hui, futurs OPCO de demain, sont quand même dans une situation qui est compliquée pour eux, parce qu'ils doivent quand même continuer à gérer les fonds en bon père de famille, ces fameux fonds qui leur ont été effectivement historiquement délégués par l'État. Et ça, c'est bien de le rappeler. Donc c'est vrai que dans ces conditions, c'est pas anormal qu'il y ait des commissions, notamment au titre du CIF, qui ne se réunissent plus. Au contraire, parce que ça se comprend, puisque le CIF, effectivement, à partir du 1er janvier prochain, n'existera plus. Donc il était normal que les dernières commissions là, interviennent globalement. Je crois qu'il n'y a plus de commissions CIF qui sont tenues dans les différents réseaux des fonds progressifs. Donc j'avoue que je ne vois rien d'anormal à tout cela. Les OPCA aujourd'hui, futurs OPCO de demain, sont quand même dans une situation qui est
compliqué pour eux parce qu'ils doivent quand même continuer à gérer des fonds en bon père de famille, ces fameux fonds qui leur ont été effectivement historiquement délégués par l'État. Et ça, c'est bien de le rappeler. Donc c'est vrai que dans ces conditions, c'est pas anormal qu'il y ait des commissions, notamment au titre du CIF, qui ne se réunissent plus. Au contraire, parce que ça se comprend, puisque le CIF, effectivement, à partir du 1er janvier prochain, n'existera plus. Donc il était normal que les dernières commissions là, interviennent globalement. Je crois qu'il n'y a plus de commissions CIF qui sont tenues dans les différents réseaux des fonds des CIF progressifs. Donc j'avoue que je ne vois rien d'anormal à tout cela. Des entreprises et des branches. Je crois avoir peu entendu parler dans les restitutions donc, du point de vue de l'impact de cette réforme sur l'entreprise et ses acteurs. Entreprise, on veut bien dire. Donc, entreprise se décline déjà en termes de taille, entreprise se décline en termes de catégorie d'acteurs, les employeurs, les salariés, les partenaires sociaux au niveau de l'entreprise. Donc, quelle plus-value, quelle avancée ou pas par rapport aux entreprises. Ce cadre nouveau, du point de vue des entreprises, je pense que c'est compliqué de le définir uniquement en regardant la loi Avenir Professionnel. C'est-à-dire qu'à mon sens, ce cadre nouveau, il s'inscrit dans un contexte plus global qui est évidemment la réforme plus profonde de notre Code du travail, aussi bien dans les relations individuelles que dans les relations collectives que les entreprises, nous, avec leurs salariés. Et de ce point de vue-là, évidemment, il me semble important de rappeler quand même l'impact des ordonnances Macron. Ce n'est pas pour vous raconter l'histoire des ordonnances Macron et ce qu'elles ont pu changer, évidemment, au regard du Code du travail, mais il me semble que c'est important de rappeler cette temporalité-là. C'est-à-dire que la loi Avenir Professionnel, elle a été posée par le législateur comme venant un peu en contrepoint, ou du moins en forme de balancier, à la suite des ordonnances Macron, la logique étant de transposer en droit français ce fameux concept de flexi-sécurité. Donc il s'agit au travers des mesures en matière de formation, mais aussi d'assurance chômage, par la loi Avenir Professionnel, la loi du 5 septembre dernier, il s'agit de sécuriser les parcours professionnels, quelle que soit évidemment la vie et les incidents de parcours qui peuvent évidemment intervenir tout au long de la carrière professionnelle des actifs. Et donc de ce point de vue-là, évidemment, les ordonnances Macron, elles se sont plutôt attachées à, on va dire, flexibiliser les relations de travail. Et quand on parle de flexibilité, ce que l'on vise, c'est évidemment notamment cette capacité pour les entreprises à pouvoir notamment plus facilement rompre les contrats de travail, même en dehors de tout motif économique. Là, je veux notamment parler de l'accord de performance collective. Donc ça, c'est quand même un aspect plus global qui est important parce que pour moi, du point de vue des entreprises, le cadre nouveau, il est très précisément lié à la fois aux nouveautés introduites par la loi Avenir Professionnel, mais aussi et surtout par les ordonnances Macron, et tout ceci fait système. Alors évidemment, dernier mot quand même sur ces formations hors temps de travail, parce que j'ai oublié de le dire, mais c'est évidemment essentiel. Formations hors temps de travail pourront donc être définies dans le cadre de quota global, du nombre d'heures pourront être définies par accord collectif. Évidemment, le garde-fou qui est posé par la loi, c'est que ce sont uniquement des formations non obligatoires qui pourront être suivies en dehors du temps de travail. Et là, autre sujet qui me permet de réinsister sur le fait que résolument la loi Avenir Professionnel réaffirme que les entreprises ont une responsabilité sociale, alors de former, je dirais peut-être maintenant de développer les compétences de leurs collaborateurs. La formation n'est clairement plus une fin en soi. Pourquoi ? Parce que la loi introduit un nouveau distinguo, formation obligatoire versus formation non obligatoire. En tout cas, il y a un fort encouragement à dialoguer au niveau de l'entreprise. Et là, c'est bien l'entreprise et ses acteurs au sens large. Dans ce qu'a dit Sabrina, on voit bien qu'à la fois avec les ordonnances Macron et ce qui est écrit dans la loi de 2018, on arrive à ce qui était l'objectif de 2004, c'est-à-dire l'entreprise au centre, et que finalement le reste, c'était un peu une forme de voiture-balai, même si je caricature un peu en disant ces choses-là. Il est évident que la responsabilité, et puis moi que je présente la loi de 2018, je dis il y a ce qui change et ce qui ne change pas. Et dans ce qui ne change pas, et on oublie de le dire, que la responsabilité sociale des entreprises n'est pas supprimée. La loi de 2014 reste plus que jamais vivace sur l'obligation d'adaptation au poste et le maintien et l'évolution dans l'emploi. Et ce qu'a dit Sabrina sur les différentes pénalités, c'est quelque chose d'important. Par contre, là où les entreprises vont avoir du mal à comprendre le système, on n'en a pas parlé, c'est que le plan de formation de l'entreprise change de nom. Il devient le plan de développement des compétences.
Je voudrais dire ici que la loi du 5 septembre 2018 n'est pas une loi sur la formation, elle est une loi sur la gestion par les compétences. Ce qui veut dire que là aussi, on change la nature des choses. Tout à l'heure, on parlait de la notion d'action de formation et le fait qu'on soit sur des forfaits et sur des parcours. On se retrouve dans une situation où on va demander à l'entreprise d'aujourd'hui, et je fais aussi le lien avec les certifications, d'être en capacité d'assurer à ses collaborateurs les compétences nécessaires pour qu'ils soient opérationnels sur le marché du travail.